Allez, notre rendez-vous avec les élections donc en Israël, le scrutin du 17 mars. On a réuni ce soir autour de cette table un représentant du Likoud et un représentant de l'Union sioniste. Je salue d'abord Sarah Bloom, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes bénévole donc pour l'Union sioniste, donc emmené par Herzog et Livni, et puis Raphaël Hamzalak, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes membre du Likoud, donc de Benyamin Netanyahou. Daniel Haïk, notre analyste politique, est là. Membre d'I24, actif, très actif même heureusement. Bonsoir Daniel. Alors, avant de commencer la discussion, d'abord les dernières nouvelles du front, comme si l'on peut dire, Daniel Haïk, c'est-à-dire les derniers sondages notamment. Bon, les derniers sondages montrent que les deux principaux partis sont au coude à coude, on peut dire 24-24, 22-23, mais la tendance intéressante que l'on constate, c'est... On voit d'ailleurs le dernier chiffre communiqué là ce soir. 23-23, voilà. 23-23, Likoud, sioniste. 23, donc stabilité, une baisse des partis, des grands partis, une stabilité dans les partis moyens, c'est-à-dire le foyer juif, le Yesh Atid de l'autre côté, la liste arabe, 12. On voit que Yair Lapid grimpe dans les sondages, un renforcement aussi pour Kulanu de Kahlon, et puis les autres partis qui restent relativement stables. Ce qui est intéressant de constater, c'est qu'en fait on assiste à plus ou moins une sorte d'affaiblissement des grands blocs, des grands partis. Et c'est important parce que qui dit affaiblissement des grands partis, si on voit par exemple, on a d'un côté Bennett et Netanyahou, de l'autre côté le camp sioniste, l'Union sioniste et Lapid, c'est grosso modo la même forme le même total au niveau des blocs, mais les deux partis importants sont affaiblis, le Likoud et l'Union sioniste. Cela veut dire que plus ils s'affaiblissent, plus on se dirige vers un gouvernement qui est difficilement gérable, difficilement dirigeable, et donc on s'achemine probablement vers une possibilité d'union nationale. Il n'est pas impossible que ces formations, les petites formations du centre, puissent former un bloc, et qu'avec ce bloc-là, au lendemain des élections, l'homme qui va diriger et qui aura un rôle le plus important, le rôle le capital au lendemain des élections, c'est Reuven Rivlin, le président de l'État. Il n'est pas impossible que les petites formations du centre, peut-être même aussi les partis orthodoxes... Sans les partis arabes qui ont dit aujourd'hui encore qu'ils ne participeraient à aucune coalition. Sans les partis arabes, peut-être même aussi les partis orthodoxes pourraient venir vers le président et dire... Étant donné qu'il y a des partis qui ne sont pas suffisamment représentatifs, ni à gauche ni à droite, eh bien on suggère tout simplement de former un gouvernement d'union nationale. Nous ne recommandons ni Yitzhak Herzog d'un côté, ni Benyamin Netanyahou, et c'est possible alors que là, Reuven Rivlin soit tenté d'essayer d'explorer cette option d'un gouvernement d'union nationale, peut-être une rotation entre Benyamin Netanyahou et Yitzhak Herzog, qui lui aussi doit faire une rotation avec Tzipi Livni. Donc c'est un peu compliqué. Et il y a un point important aussi à souligner, c'est que les sondages montrent qu'il y a un taux d'abstentionnistes qui grimpe et un taux d'indécis qui grimpe aussi. Alors que d'habitude, en général, à cette période, à 3 semaines des élections, les indécis, on commence déjà à se faire une idée de pour qui ils vont voter. Là, on voit que finalement, l'affaire de la résidence du Premier ministre a affecté Benyamin Netanyahou, mais elle n'a pas convaincu les électeurs de se jeter dans les bras de Yitzhak Herzog. Alors, vous le sentez ou pas que c'est encore très indécis au travers de la campagne là, que vous vivez tous les jours, Sarah Bloom? Alors oui, sur le terrain, on le sent, et surtout nous les francophones, quand on va parler aux francophones, on se rend compte que les gens n'ont soit pas une connaissance très importante du système politique israélien, mais effectivement, même les Israéliens nés ici, eux aussi ont des doutes, ne savent pas s'ils vont voter pour ceux qui sont de gauche, en tout cas, pour l'Union sioniste ou pour le Meretz. Pourquoi ? Parce que la campagne n'a pas de thème finalement fédérateur pour l'instant ? Non, ça je suis pas du tout d'accord avec vous. Nous, on a des axes qui sont quand même très clairs. On a une vision qui est radicalement différente de celle du camp d'en face. On a d'abord une vision concernant la sécurité qui est absolument claire et nette. Il s'agit de résoudre le conflit et pas simplement de le gérer comme on le fait depuis des années. Et sur le plan économique, c'est la lutte contre la pauvreté qui est le cheval de bataille au Likoud et à droite en général. Il n'y a pas de programme économique et surtout pas sur ce sujet-là. Alors, Raphaël Hamzalak, c'est bien sûr faux, mais il y a quand même un message qui doit être dit ici, et on va commencer un message sur lequel nous deux on peut être d'accord, c'est de ne pas donner des voix à des petits partis qui vont en fait reproduire la raison pour laquelle nous allons aux urnes dans quelques semaines. C'est justement parce que l'Israélien
il y a 2 ans, a préféré disperser ses voix plutôt que de concentrer ses voix, qu'on a cette incapacité à gérer sur le long terme et quel que soit le gouvernement qui va être élu, il va avoir d'autant plus de mal de gouverner si effectivement il est dans les mains des petits partis affaiblis dans ce qu'on appelle le Massa Umatan, c'est-à-dire la négociation en vue de la mise en place d'une coalition. Alors, au niveau du Likoud, Israël fait face à des défis qui sont majeurs, tant au niveau sécuritaire, on le sait avec l'Iran et Benjamin Netanyahou fait face et va faire face, encore une fois devant le Congrès, à cette problématique, mais aussi au niveau interne, je n'ai pas terminé, mais aussi au niveau interne. On va en parler, et pour faire face aux grands défis, il faut un grand homme d'État, et Benjamin Netanyahou est un grand homme d'État. Il ne faut en aucun cas fuir la responsabilité de 4 années consécutives en allant vers une rotation avec Tzipi Livni qui a fait preuve de son instabilité à diverses reprises. Et contrairement à ce qui a été dit ici, sur les dernières années, on a assisté à un programme du Likoud, en tout cas de ses acteurs majeurs, vis-à-vis de la cherté de la vie. Et un article de Nehemiah Stressler, qui est donc le responsable économique du quotidien Haaretz, donnait les chiffres qui prouvaient qu'effectivement, il y a d'abord, il n'y a pas d'inflation, et la situation israélienne avec presque 3 points de croissance, avec un chômage technique de 5,6, c'est en tout cas j'allais dire des données que nous envieraient les Français et la majeure partie des Européens. Je peux répondre ? Alors, voilà. Allez-y, vous dites un mot après. Vous confondez quand même taux de chômage et taux d'esclavage. Je suis désolée, le taux de chômage qu'on a aujourd'hui traduit simplement le fait que les gens ont un emploi. Ça ne veut pas dire qu'ils ont un emploi stable, et ça ne veut pas dire qu'ils ont un emploi. L'esclavage est interdit en Israël. Vous comprenez très bien ce que je veux dire. Non, pas du tout. Alors je vais vous expliquer. Je suis employeur, j'ai 10 employés, ils ont tous leur retraite, ils ont tous leurs vacances. Je respecte strictement les lois de l'État d'Israël. D'ailleurs, c'est une loi constitutionnelle. J'ai une société dans le high-tech, je souhaite à tous les Israéliens le salaire de mes employés. Oui, justement, c'est peut-être le seul secteur où les salaires sont convenables. Moi, mon compagnon est avocat au barreau de New York, n'est-ce pas ? Il gagne un salaire qui est équivalent au SMIC français. Vous trouvez ça normal ? Au barreau de New York. Oui. Ma femme est avocate aussi. Elle est vous trouvez ça avocate normal ? Au barreau d'Israël, et on a Baruch Hashem, on s'en sort très bien. Ouais, à mon avis, elle ne gagne pas plus de 8 000 shekels par mois. J'aimerais ne pas rentrer dans les considérations personnelles. Je préfère en rester sur le taux de croissance parce que la croissance profite à tous. Elle ne profite et je pense pas, que le salaire moyen, c'est bien le problème. Elle bien ne profite évidemment, à personne. le salaire moyen est en constante évolution. On le voit de façon systématique. On a absolument en Israël, depuis la création de l'État d'Israël en 1948, depuis 6 ans, depuis 6 ans, le salaire moyen augmente, bien entendu. Il augmente systématiquement. Ah oui, vous pouvez dire qu'il augmente, mais si vous n'avez pas pas les chiffres pour me contredire. Par contre, je peux vous assurer que le chiffre que je vous donne est vrai. La diminution entre les plus riches et les plus pauvres, 18,6, c'est un chiffre qui a été publié et j'ai cité mes sources. Les plus grands écarts de l'OCDE. Mais on fait partie de l'OCDE grâce à Benjamin Netanyahou. Il y a quelques années, on n'était pas membre de l'OCDE. On n'était pas dans ce club sélectif et preuve d'une économie compétitive. Ça se fait pas sur quelques années. Mais en tout cas, Benjamin Netanyahou n'est pas là depuis 1 mois, 2 mois. Il dirige ce pays sur les 20 dernières années. Il a été à l'avant-poste depuis le début des années 90. En luttant contre les accords sanglants d'Oslo, il était la tête de file contre ce processus qui manque d'avoir résolu le problème. Nous a donné 1500 tués et un processus qu'on arrête d'appeler processus de paix. D'ailleurs, on parle de Tahalil Medini, de processus politique, c'est intéressant quand même. On est sur la sécurité. On fait évoluer la sémantique. On minimise les échecs pour essayer de pousser en avant voilà. Il faut reconnaître que de ce point de vue-là, puisqu'on parle du processus de paix, il faut reconnaître que ce dossier n'est pas du tout à l'ordre du jour de la campagne électorale, ni à gauche, ni à droite, ni au centre. Personne n'en parle. C'est quand même le premier point de notre programme. Quasiment. Garantir un État juif, et expliquer qu'il faut des frontières claires. Oui, mais on n'en parle pas beaucoup. C'est pas vraiment au cœur du débat, puisque même le parti, même l'Union sioniste essaye de mettre en avant les sujets sociaux plutôt que les sujets politiques, qui sont des sujets dont il n'est pas certain que l'un ou l'autre aura une solution véritablement viable à apporter. Ce qui est intéressant de constater, c'est qu'on assiste, en tout cas selon les sondages aussi, à un rapprochement au niveau du leadership, c'est-à-dire qu'effectivement Benjamin Netanyahou baisse de 7 points dans les sondages quant à son aptitude à diriger le pays. Il était à 51, il est passé à 44, et Herzog remonte un peu, il était à 28, il passe à 33, donc l'écart se creuse, l'écart
l'écart se comble entre les deux, mais on ne sort. Effectivement, c'est une tactique assez intéressante. C'est que à gauche, effectivement, on met de côté Tzipi Livni, on met en avant Yitzhak Herzog. On a mis par exemple dans les derniers spots électoraux. Alors Sarah Boum, puisque vous faites partie de l'Union sioniste, est-ce que elle représente pour vous le Premier ministre pour lequel vous votez, ou est-ce que vous votez pour Herzog? Moi, je vote et finalement vous subissez cette rotation? Je subis rien du tout. Je milite et je vote pour une coalition. Cette coalition, c'est celle de Hatnoa, le mouvement de Tzipi Livni, et Avoda, qui est menée par Yitzhak Herzog. Il se trouve qu'ils se sont accordés pour qu'il y ait une rotation. Moi, j'ai aucun problème à ce que mon Premier ministre soit d'abord Yitzhak Herzog pendant 2 ans, si on arrive jusqu'aux 2 ans d'une coalition, ce qui est assez rare en Israël, puisque les termes en moyenne durent 1 an, depuis la création de l'État d'Israël. Si vous voulez vérifier, c'est dans tous les livres de géopolitique. Et qu'ensuite, il y ait une femme comme Tzipi Livni, qui est aux affaires depuis l'âge de 20 ans peut-être, l'âge de 20 ans quand elle avait 20 ans. Moi, ça ne me dérange pas du tout. Il y aurait une continuité politique, idéologique. Où est le problème ? Le problème, c'est que la continuité idéologique entre Tzipora Livni, donc fille du directeur des opérations du Hetzel, qui a fait la majeure partie de sa carrière, de l'Irgun, qu'il a fait dans un premier temps au Likoud pour passer à Hatnoa jusqu'à ce qu'Hatnoa descende en bas des sondages, et qui viennent ensuite se prétendre être une femme de gauche qui puisse rallier. Elle est de centre. Elle ne dit jamais qu'elle est de gauche. A quand même été créée par Arik Sharon qui était où avant, excusez-moi, où il a fait sa carrière politique, Arik Sharon. Il a démarré à gauche dans sa carrière, dans sa jeunesse. La belle partie de sa carrière politique, c'est quand même avec Menachem Begin. On signifie aujourd'hui le jour d'anniversaire du décès de Menachem Begin, qui était un grand homme d'État, qui a mené le Likoud au pouvoir. Pas du tout. Quand vous dites qu'il n'y a aucun rapport avec Bibi Netanyahou, c'est petit parce que Bibi... Ça, c'est ce que vous vous plaisez à dire. Sauf que je suis absolument pas d'accord. Je suis absolument pas d'accord avec vous. En tout cas, il y a la volonté théorique de voir une paix pouvoir s'opérer avec l'autorité palestinienne. Et il y a la réalité, notamment de Tzipi Livni, qui a essayé à plusieurs reprises, lorsqu'elle était dans le gouvernement Olmert et lorsqu'elle était dans le gouvernement Netanyahou, de mener des négociations avec Abou Mazen qui portent au nu les terroristes en créant des places à leur nom dans l'autorité palestinienne, et qui s'est heurté à ce mur qui est l'opposition formelle de l'autorité palestinienne de reconnaître l'État d'Israël comme État juif, d'accord ? Encore une des conditions sine qua non à notre qualité d'État comme État juif, de pouvoir perdurer sur le long terme. Et c'est un des chevals de bataille de Benjamin Netanyahou, justement. Oui, vous répondez là-dessus, parce que c'est vrai qu'on a vu qu'Herzog reprochait à Netanyahou d'avoir libéré les terroristes qui ont du sang sur les mains, mais c'est vrai qu'on pourrait le reprocher à Livni aussi. On pourrait le reprocher à Livni. Parce qu'elle a négocié. Et à Herzog, parce que le parti travailliste, dans le cadre des accords d'Oslo, on leur a donné des armes. On les a pas simplement libérés, on leur a donné des armes. Mais elle a négocié cet accord. Donc, elle était bien obligée de négocier avec le pouvoir qui était en place. Elle a démissionné de ce gouvernement. Pour ça ? Parce que Bennett, il a proposé de démissionner. Pour toute la gestion calamiteuse du conflit qu'il y a eu cet été. Calamiteuse. Et quand en plus maintenant on voit que Netanyahou menace l'Iran alors qu'il n'est pas fichu de terrasser le Hamas, excusez-moi, c'est une blague. Mais elle était favorable au premier cessez-le-feu. Il n'y a que Bennett et Lieberman qui ont voté. Les votes du cabinet ont donc été dévoilés sur nos écrans. Il n'y a que effectivement Bennett et Lieberman qui se sont opposés au premier cessez-le-feu qui a été proposé. Et on sait qu'on a perdu le maximum de soldats sur ces... Comment ? Ah non, simplement je réagissais sur le fait que Livni aurait géré ce conflit bien mieux alors qu'elle a fait toutes les mauvaises décisions du conflit de 50 jours. Ce conflit pouvait être résolu par des accords politiques et pas par l'opération sanglante. Ça a été la plus grande guerre d'Israël comme la résolution 1701. La résolution 1701 après la guerre du Liban, elle aurait géré la dernière des guerres comme a été gérée la guerre du Liban, parce que là on voit avec quel finish on assiste avec le Hezbollah à nos frontières. De perspective. La semaine risque d'être chargée importante pour Binyamin Netanyahou pour 2 raisons. D'abord, demain, je crois que c'est demain, mais dans les prochains jours, il doit y avoir la publication du rapport sur le logement en Israël qui risque d'avoir des répercussions. Et surtout, le 3 mars, la semaine prochaine, le discours de Binyamin Netanyahou devant le Congrès. Il faudra voir si ça a été une carte majeure maîtresse de Binyamin Netanyahou de se rendre au Congrès, d'aller jusqu'au bout de sa démarche, ou si finalement cela ne risque pas de se retourner contre lui. Si je peux ajouter quelque chose sur le logement. D'accord. 40% des Israéliens, c'est un sondage qui est sorti aujourd'hui, 40% des Israéliens reprochent à Netanyahou
Netanyahou le coût élevé des logements. C'est un drame aussi. C'est un drame auquel il faut faire face, effectivement, je suis d'accord avec vous. Vous proposez quoi ? Ce qui a déjà été fait. Je vous signale que sur... Ce qui a déjà été fait, c'est une catastrophe. C'est 90% d'augmentation on a depuis besoin 7 ans. Depuis 7 ans, monsieur. C'est une base en termes économiques. On a besoin d'avoir une offre qui augmente. C'est un problème entre l'offre et la demande. Mais vous n'avez pas de programme là-dessus. Comment vous allez faire augmenter l'offre ? C'est pas vrai. Le ministre du Logement du gouvernement sortant a créé un produit, a offert ce qu'on appelle le Mehir Lematara, c'est-à-dire un prix qui est un prix cible pour les logements, avec plusieurs cibles pour les logements, c'est-à-dire qu'au moment où on construit, le prix de vente est déjà fixé, les constructeurs s'engagent sur ce prix de vente et les premiers logements, notamment dans la région de Modine, vont être proposés au courant de l'année prochaine. Donc c'est des choses qui se mettent en place. C'est un vrai problème. 6 ans que vous êtes au pouvoir, il était temps de le proposer. Mais de dire que vous aviez la solution, c'est peut-être un peu simple. Merci Raphaël Hamzalag, merci Sarah Bloom. En tout cas, il y a eu un vrai débat d'idées ce soir. Merci Daniel Haïk. Dans un instant, un invité pour parler des Juifs orthodoxes en Israël. A tout de suite.